sortir des chiffres, ce qui peut être assez intéressant. Nous allons passer en revue, en quelque sorte, les principales banques centrales qui interagissent sur les marchés, que ce soit la Réserve fédérale américaine, la BCE, qui est la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon, la BOJ, qui généralement utilisent bien sûr, on va dire, ont des impacts majeurs sur les différentes devises concernées, que ça peut être le dollar américain, l'euro, mais également le GBP et le yen japonais. Et en deuxième partie, nous allons rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, où là, nous allons aborder tout ce qui concerne le calendrier économique et ses principaux indicateurs économiques. Alors, avant de passer en revue, bien sûr, les principales banques centrales, nous allons faire déjà un petit topo sur les prises de position. Alors, il faut savoir que sur les marchés financiers, il y a pour habitude deux écoles qui s'opposent. L'analyse fondamentale, donc les indicateurs macroéconomiques ou microéconomiques qui peuvent avoir des impacts majeurs sur les marchés. Et l'autre analyse, c'est ce que nous allons aborder, ce que nous avons abordé auparavant, c'est-à-dire l'analyse technique. C'est effectivement les différents indicateurs que nous utilisons dans les points bourse, que ce soit Monsieur Moreno, Monsieur Shelley ou même Monsieur Vallée, qui effectivement travaillent sur des graphiques ou de l'analyse chartiste avec des principaux indicateurs support, résistance. Et c'est ce que nous avons abordé auparavant lors de nos anciennes, on va dire, formations éducatives. Alors, qu'est-ce que l'analyse fondamentale avant d'aborder, bien sûr, les principales banques centrales? Donc, l'analyse fondamentale, déjà, se base sur le climat économique. Donc, il existe en réalité deux types d'analyse fondamentale. La première consiste à prendre, en quelque sorte, des positions longues jusqu'à plusieurs mois, en se basant sur le profond climat économique, donnant la tendance à une devise. Cette analyse, généralement, se révèle plutôt assez compliquée car elle nécessite des connaissances assez accrues ainsi que la possibilité de prendre connaissance d'informations critiques inaccessibles aux traders particuliers. Alors, il y a effectivement des informations qui sont assez difficiles à analyser. C'est la raison pour laquelle, pour ce type d'analyse, ce que je vous recommanderais, c'est de prendre contact avec vos analystes financiers respectifs qui peuvent vous orienter à détecter et analyser ces différents indicateurs économiques. Alors, la deuxième branche d'analyse fondamentale, c'est ce que nous allons voir également en deuxième partie dans le calendrier économique, consiste à trader de nombreuses petites nouvelles économiques. Donc ça peut être les taux d'intérêt, ça peut être les emplois et chômage, ça peut être différentes productions manufacturières, ça peut être la consommation des ménages, la croissance économique ou autre. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails immédiatement, nous allons rentrer plus dans la deuxième partie. Donc déjà avant tout, nous allons déjà aborder dans cette formation donc les principaux indicateurs ayant un impact sur le marché d'échange et bien évidemment sur d'autres marchés financiers. Ça peut être également les contrats à terme, donc les indices américains comme européens. Ça peut être également sur les commodities, c'est-à-dire sur les matières premières, ça peut être l'or, l'argent ou autre, mais également sur quelques actions. Effectivement, dès qu'on parle de macroéconomique, on peut également avoir une orientation et bien sûr un impact sur les actions européennes comme américaines. Alors, nous allons passer en revue déjà les principales banques centrales. Nous allons commencer bien sûr par la banque la plus populaire, entre guillemets, c'est la Fed, donc la Réserve fédérale américaine. Donc c'est une institution privée détenue par les 12 banques fédérales locales. Donc c'est New York, San Francisco, Chicago, Richmond, Atlanta, Boston, Dallas, Cleveland, Philadelphie, Kansas City, Saint-Louis et Minneapolis, ce qui lui assure donc une certaine indépendance vis-à-vis donc du gouvernement. Alors la Réserve fédérale américaine, qu'est-ce que la Réserve fédérale américaine? Donc on va faire un petit résumé, une petite histoire sur cette banque centrale. Donc c'est déjà avant tout bien sûr la Banque centrale des États-Unis et son siège, pour information, se trouve à Washington. Elle a été créée, pour votre petite histoire, en 1913 pour assurer un petit peu la cohérence de la politique monétaire des États-Unis. Donc elle est équivalent, on va passer également à la deuxième banque centrale, de la Banque centrale européenne, donc la BCE, qui est effectivement donc l'équivalent des États de la Fed. Elle est, on va dire, ils ont à peu près le même principe, c'est qu'elle est indépendante du pouvoir politique. Alors,
Quelle est sa principale mission? C'est surtout de définir la politique monétaire américaine et de concilier en quelque sorte une inflation contrôlée et une croissance économique soutenue. Alors comment est-elle organisée? Ça c'est la deuxième question. La Fed a conservé l'organisation qu'elle avait eue depuis 1913, contrairement un petit peu à la plupart des autres banques centrales, que ce soit la BCE, la banque, la banque bien sûr d'Angleterre ou la banque du Japon. Elle n'est pas publique, mais surtout privée. C'est on va dire, une institution privée qui est détenue par des banques fédérales régionales des États-Unis et placée sur, bien sûr, l'étroite surveillance du gouvernement fédéral. Alors, vous avez vu juste avant les 12 succursales de cette Fed, donc vous avez vu quelques États, notamment donc, New York, San Francisco et autres. Donc elle est située dans les villes les plus importantes du pays des États-Unis. Alors, elle est dirigée par qui? Elle est dirigée par le bureau des gouverneurs, composé de 7 membres, dont le président, et un vice-président désigné par le président des États-Unis, Barack Obama, et confirmé bien sûr par le Sénat américain. Donc la Banque centrale américaine, toujours pour information, décide... Ah, pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Juste une confirmation. Alors, on m'a dit qu'il n'y a pas de son, il y a un problème de son? Parfait. Parfait. Alors, je voulais juste avoir une petite confirmation. Alors, je reviens un petit peu à ce qui a été dit. Donc, elle a été dirigée par 7 membres. Donc, les 7 membres, donc, bien sûr, le président et le vice-président qui sont désignés par Barack Obama et bien sûr confirmés par le Sénat américain. Alors, il faut savoir que cette banque centrale américaine, donc la Fed, décide de toute la politique monétaire et en particulier de la fixation des taux d'intérêt les taux d'intérêt directeurs par le FOMC. Le FOMC qui est la Réserve fédérale américaine, le marché de la comité de la Réserve fédérale américaine. Donc c'est un comité qui se réunit au moins par an, se réunit au moins 8 fois. Donc, qui est composé également des membres du bureau des gouverneurs, du président de la Réserve fédérale, dont nous allons parler, puisque l'actuel président de la Fed, c'est Janet Yellen, qui a succédé depuis peu de temps, hein, c'est depuis le 31 janvier 2014, a succédé au président sortant Ben Bernanke. Et bien sûr, dans la FOMC, il y a également 4 autres représentants des réserves fédérales par alternance. Alors, quel est le rôle de la Fed? Ça, c'est la troisième question. Alors, l'objectif, on va dire, en tant que banque centrale américaine, c'est surtout de superviser le système bancaire aux États-Unis. Elle est surtout chargée aussi de réguler l'activité bancaire et agit comme un prêteur de dernier ressort auprès des banques commerciales. Alors, nous avons parlé, alors pour ceux qui ont suivi les premières formations éducatives, notamment les bases de l'analyse fondamentale, nous avons entamé ce thème où effectivement, la Réserve fédérale américaine supervisait un petit peu tout le système bancaire aux États-Unis. Et bien sûr, elle pouvait contrôler les entrées-sorties et pouvait faire office également de prêteur auprès des banques commerciales. Alors, elle est également chargée pour définition de la politique donc, monétaire des États-Unis avec pour objectif le plein emploi, la stabilité des prix et surtout la modération des taux d'intérêt à long terme. Donc au jour d'aujourd'hui, bon, la Réserve fédérale oriente directement au jour le jour le taux du marché monétaire américain, qui est appelé aussi donc le Fed Funds, le Federal Funds, qui effectivement donc l'objectif c'est de contrôler, on va dire, le marché monétaire américain. Alors bien sûr, ça a un effet déterminant sur l'orientation des marchés financiers mondiaux. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du FOMC, effectivement c'est un comité de la Fed, donc le gouvernement de la Fed est aussi à la tête du FOMC. Donc actuellement, c'est bien sûr Janet Yellen, qui est un organe qui siège 8 fois par an et rend des avis concernant la politique monétaire, notamment, ça peut être les hausses et les baisses des taux d'intérêt, des cours directeurs. C'est à la Fed que revient ensuite de prendre les mesures, je dirais, les mesures nécessaires pour préserver une bonne économie, une bonne santé de l'économie américaine et surtout du système bancaire américain. D'ailleurs, après chaque réunion du FOMC, le gouverneur de la Fed informe le public des décisions qui ont été prises. Bon, bien sûr, là, il s'agit d'un moment important puisque un ensemble des investisseurs sur le marché d'échange ou sur d'autres marchés attend
surtout si des déclarations sont souvent largement anticipées par différents intervenants. Ça peut être des institutions financières ou des banques. Alors, l'actuel gouverneur de la Fed, c'est tout simplement Janet Yellen, qui a pris donc la succession depuis, on va dire, la décision a été faite par Barack Obama depuis le 9 octobre 2013, et donc la prise de fonction a eu lieu il y a très récemment, c'était le 31 janvier 2014, donc à la tête de la Réserve fédérale américaine. Alors, nous allons passer donc à la deuxième banque centrale, donc la Banque centrale européenne, la BCE. Donc, c'est la banque centrale de l'Union européenne. Pour l'histoire, elle a été créée en 1998 et son siège est situé en Allemagne. Donc, actuellement, c'est Mario Draghi qui est le président de la BCE depuis 2011. Auparavant, c'était Jean-Claude Trichet qui a été effectivement l'intervenant et donc le président donc, de la BCE. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Et donc, donc Mario Draghi a pris la présidence depuis 2011. Auparavant, c'était M. Trichet, donc Jean-Claude Trichet, qui était là depuis 2003, si mes souvenirs sont bons, donc à la présidence de la BCE. Donc la BCE est un organe central de l'eurosystème et du système européen des banques centrales. Alors, organe décisionnel de la BCE, mission de la BCE et système européen des banques centrales, SEBC. Je vous inviterai bien sûr à voir ce lien pour surveiller un petit peu les différents pays qui appartiennent donc au SEBC. Donc j'entamerai bien sûr on va dire une formation sur le SEBC qui est donc le système européen des banques centrales. Alors, quel est le but un petit peu de la BCE? C'est surtout d'assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire en dirigeant le système européen donc des banques centrales. Sa mission principale, c'est surtout de maintenir une stabilité des prix en définissant la politique monétaire de toute la zone euro afin de limiter les variations du cours de l'euro par rapport aux autres devises. Alors, nous allons parler des organes décisionnels de la BCE. Alors, il faut savoir que la BCE est composée de 3 principaux organes. Le directoire, le conseil des gouverneurs et le conseil général. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, je vais parler un petit peu du directoire, qui est composé donc du président et du vice-président de la BCE, ainsi que 4 autres membres qui sont tous nommés d'un commun accord par le chef d'État ou de gouvernement des pays de la zone euro. Le rôle du directoire est tout simplement de mettre en œuvre une politique monétaire de la zone définie par le Conseil des gouverneurs. Donc il donne bien sûr des instructions nécessaires aux 12 banques centrales nationales. Alors le directoire prépare de plus des réunions du Conseil des gouverneurs et s'occupe de la gestion courante de la BCE, donc de la Banque centrale européenne. Le deuxième organe décisionnel de la BCE, c'est le Conseil des gouverneurs. Donc là, c'est on va dire, un organe de décision suprême. C'est composé de 6 membres du directoire et 15 gouverneurs des banques centrales nationales pour les 15 États membres ayant adopté l'euro. Chacun, bien sûr, ayant une voix sur ce conseil. Et bien sûr, le troisième organe, c'est le Conseil général qui se compose du président actuel, c'est-à-dire de Mario Draghi, et du vice-président de la BCE, ainsi que bien sûr les gouverneurs des banques centrales nationales des 27 États membres de l'Union. C'est ce que nous allons voir dans la troisième partie donc, du système européen des banques centrales. Alors, déjà, avant tout, les missions de la BCE. Donc, je vous ai dit effectivement que le rôle de la BCE consiste tout simplement à garantir une stabilité des prix et de maintenir une politique économique qui est quand même assez crédible. Donc, on va dire que la BCE a donc certain nombre de responsabilités, et notamment celle d'être l'unique organisation habilitée à autoriser les États membres à émettre, on va dire, des billets de banque et des pièces pour l'ensemble de la zone euro, et ce, bien sûr, après avoir précisé les quantités exactes. Alors effectivement, elle est également au centre des relations internationales, puisqu'elle entretient bien sûr des relations de travail avec plusieurs institutions au sein de l'Union européenne et bien sûr dans le monde entier. Alors finalement, si on regarde bien, la BCE qui est associée
en quelque sorte à l'ensemble des banques centrales nationales des pays membres de la zone euro, contribue à la bonne conduite des politiques qui sont menées à l'intérieur par les autorités donc compétentes en ce qui concerne la stabilisation du système financier européen. Donc, en quelque sorte, elle a donc bien sûr un rôle comment dirais-je, de surveillant du domaine bancaire. Alors, je voulais bien sûr vous parler donc du système européen des banques centrales, donc le SEBC. Là-dessus, bien sûr, vous avez le lien à laquelle vous pouvez bien sûr consulter. Donc, on va passer au slide suivant, où là, effectivement, vous avez les différents pays, États membres de l'Union européenne, donc bien sûr comment dirais-je, de la BCE. Le rôle, on va dire, le SEBC est composé de l'eurosystème et des autres banques centrales nationales européennes de pays n'ayant pas forcément adopté l'euro. L'objectif du SEBC, c'est tout simplement de maintenir la stabilité des prix. Pour atteindre ce but, en quelque sorte, il a pour mission de la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro, la conduite des opérations de change et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Alors, effectivement, le SEBC qui détient et gère surtout les réserves officielles de change des pays de la zone euro. Donc là, effectivement, vous avez les différentes banques internationales qui appartiennent au SEBC, donc du système européen des banques centrales. Alors, nous allons passer maintenant sur la banque d'Angleterre, ou effectivement la BOE, la Banque d'Angleterre qui est dirigée sous le nom de la BOE, Bank of England, a été fondée en 1694, toujours pour la petite histoire, par William Patterson. C'est la banque centrale du Royaume-Uni. L'actuel gouverneur, c'est M. Mervyn King, celui qui est à la tête de la Banque centrale anglaise depuis 2003. Donc pour l'instant, c'est celui qui effectivement a été le successeur de Sir Edward George, donc qui a été effectivement à la tête de la Banque centrale de la Banque d'Angleterre depuis 1991. Donc depuis 2003, il me semble que c'était en juin 2003, si mes souvenirs sont bons, c'est en Mervyn King qui a pris donc le rôle de gouverneur de la Banque d'Angleterre. Alors la mission, c'est à peu près le même principe que les banques centrales précédentes. Les missions de la BOE, donc la Banque d'Angleterre, sont surtout la promotion et le maintien de la stabilité aussi monétaire et financière du Royaume-Uni. Par ailleurs, je tiens juste à vous préciser que Londres est la plus grande place financière au monde, notamment sur le marché des changes. Pour information, nous sommes situés dans cette place. Ce n'est pas pour rien. Londres et notamment la City, c'est la plus grande place financière au monde, notamment sur le marché des changes, mais également sur d'autres marchés. Comme les autres banques centrales, comme nous avons parlé auparavant, comme j'ai parlé juste avant de cette banque d'Angleterre, la BOE réagit également à la récession, a surtout réagi à la récession mondiale en abaissant fortement ses taux directeurs pour éviter une déflation et surtout de tenter de relancer l'économie d'Angleterre, donc l'économie du Royaume-Uni. On n'a pas eu, en effet, aucunement cherché à défendre le livre qui a été vendu de façon massive par une grande majorité des investisseurs inquiets, des signes de faiblesse affichés surtout par l'économie britannique. Alors, outre que la Fed, la BOE devrait très certainement suivre une politique monétaire expansive déjà appliquée par la Fed, donc la Réserve fédérale américaine. Pour ceux qui traitent sur des devises étrangères, sachez que vous pouvez travailler sur la livre sterling en se basant un petit peu sur les différentes annonces de la Banque d'Angleterre. Vous pouvez éventuellement vous positionner. C'est ce que on va aborder tout à l'heure lors de la deuxième partie du calendrier économique. Alors, on va passer au slide donc de la dernière banque principale. Il y a d'autres banques centrales, mais les plus importantes, c'est celles qui ont été énoncées dans le sommaire. Donc la dernière banque, c'est la Banque du Japon. La Banque du Japon, actuelle banque centrale japonaise, est communément appelée la BOJ, donc Bank of Japan. Sa création date de 1882, peu de temps après la restauration du Meiji. Cette restauration avait permis de mettre en place une monnaie unique japonaise en 1871, c'est le yen. Alors il faut savoir qu'auparavant, chaque fief possédait sa propre monnaie, ce qui ne facilitait pas les échanges au sein du pays japonais. Alors la Banque du Japon, donc elle a été créée surtout dans le but d'établir une politique monétaire du pays et surtout de gérer l'émission des billets de banque.
Pour information, depuis 1997, la BOJ collaborait étroitement avec les gouvernements en place et était pour cela très critiqué. Il a fallu attendre, il me semble, 1988 pour que la Banque centrale japonaise prenne réellement son indépendance après des nombreux scandales qui ont éclaboussé à cette période. Alors, quelles sont les missions principales de la BOJ? C'est à peu près le même principe que les banques centrales précédentes. La même chose, exécuter bien sûr une politique monétaire du pays, gérer l'émission des billets de banque, assurer une stabilité financière du Japon, publier des rapports économiques et surtout participer à l'équilibre, on va dire, des échanges internationaux. Alors, depuis la fin du système, pour une petite histoire aussi, le système de Bretton Woods, et l'arrivée bien sûr d'échanges flottants, donc des devises étrangères, la BOJ a été très active. Elle a dû renouveler, il me semble, plusieurs fois le graphisme de ces billets de banque, dont les contrefaçons circulaient librement, mais surtout en raison des différents cycles économiques qu'a connu donc le pays du Japon. Donc elle a dû gérer plusieurs dévaluations et appréciations du yen. D'ailleurs, pour information, en 2008, la BOJ a décidé de baisser son taux directeur, donc les taux d'intérêt, de 0,50% à 0,30% afin de lutter contre, bien sûr, la trop forte appréciation du yen contre le dollar notamment, donc l'USD yen. Donc la devise, donc la parité dollar-yen. Alors, on ne va pas rentrer trop en détail, on va aborder, bien sûr, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en abordant en quelque sorte donc le calendrier économique, donc la deuxième partie, et les principaux indicateurs économiques de ces différentes banques centrales notamment, et bien sûr leurs impacts sur les marchés. Alors, là vous avez un exemple de calendrier économique, d'ailleurs c'est le calendrier économique d'hier, donc du 18 février 2014, plusieurs colonnes. Donc avant tout, j'aimerais que vous trouvez bien sûr dans ce slide les différents indicateurs et leur champ d'application, leur fréquence, les dates de parution, leurs avantages et leurs limites ainsi que leur pertinence, notées de façon particulière. Alors il faut savoir que sur le côté droit, sur le calendrier économique, vous avez les différents impacts. Donc vous avez différentes étoiles. Vous avez 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, on peut mettre également 5 étoiles parce qu'il y a effectivement, bon là on n'a pas énormément d'informations économiques assez majeures, je dirais. Donc on peut éventuellement avoir d'autres impacts sur les marchés. Mais plus vous allez avoir des étoiles sur une annonce particulière, plus l'information en cours aura un impact majeur sur les marchés. Alors en quelque sorte, donc les indicateurs peu pertinents, vous allez avoir normalement 2 étoiles ou une étoile. On ne va pas prendre une étoile, on ne les a pas rajoutées sur le tableau tout simplement parce qu'il n'y aura pas forcément un impact. Alors moi je recommande fortement, alors l'utilisation de ce tableau est primordiale pour toute personne qui souhaite traiter, que ce soit sur le marché d'échange, mais également sur les devises, sur comment dirais-je, les commodities ou même les indices boursiers. Ça peut être également sur le Dow Jones, le S&P, le DAX, le Nasdaq ou autre. Ce tableau peut vous indiquer en effet quelles sont les dates immanquables du calendrier économique. Je vous invite fortement à vous renseigner sur d'abord les heures de parution des indicateurs, lesquels sont publiés en général sur notre plateforme TradeMaker, ou lors des analyses, ou bien un autre site que je vous indiquerai par la suite, ou des analyses que nous vous envoie régulièrement sur votre boîte mail, puisque vous recevez régulièrement les différentes analyses avec le tableau et le calendrier économique en GMT plus 1. Alors pour information, les horaires de publication sont extrêmement importants et bien sûr ils sont donnés généralement en GMT plus 1, ce qui veut dire l'heure de Paris. Alors on va aborder un petit peu les différents graphiques. Alors comment lire un petit peu les indicateurs? Alors les indicateurs économiques ne doivent pas être prises en compte telles qu'elles sont données, mais comparées aux données antérieures. Alors vous avez effectivement sur différentes colonnes, donc vous avez actuel, vous avez prévision et vous avez précédent. Donc ces indicateurs jouent un rôle fondamental, comme je vous l'ai dit, pour les marchés financiers. Donc ce n'est pas en réalité le résultat en lui-même qui a un impact, mais l'effet de surprise qui est associé à son annonce. Ça, c'est important, parce qu'effectivement, dès qu'il y a une information, on se dit oui, c'est en dessous, en deçà ou au-delà de l'information
précédente, alors forcément, oui, ça aura un impact, mais pas forcément majeur. C'est surtout la prévision qui aura un impact majeur. Alors, en ce qui concerne, par exemple, la parité euro-dollar, alors l'effet de surprise peut avoir des conséquences importantes lorsqu'il porte sur des indicateurs tels que le non-farm payroll, par exemple, le PIB, la balance des paiements, l'ISM pour les États-Unis, par exemple, donc l'indice manufacturier, ou l'IFO pour la zone euro. Donc, c'est-à-dire les principaux indicateurs concernant la confiance des consommateurs, la balance des paiements et les prix à la consommation américaine. Alors, on va voir également les différents graphiques, on va également voir les impacts et les heures à laquelle les impacts ont eu lieu. Alors, vous trouvez bien sûr sur le tableau, donc, actuelle, prévision, précédent. Ce qui est important, c'est de voir le résultat actuel à l'instant T, donc en GMT plus 1, voir si effectivement il y a eu, on va dire, un décalage d'annonce, c'est-à-dire que si le résultat est sorti en deçà ou au-delà de la prévision, au moins de, je recommande à peu près 10%, là, il faut s'attendre à un impact majeur sur les marchés selon bien sûr l'annonce qui a été donnée sur le calendrier économique. Alors, les principaux indicateurs des États-Unis, alors je n'ai pas donné j'ai donné une grande majorité, c'est le non-farm payroll, l'ISM, et vous avez effectivement donc le Chicago PMI et la confiance des consommateurs. Vous allez en avoir d'autres sur les graphiques qui vont apparaître au slide suivant. Alors, on va prendre en exemple le non-farm payroll. Le non-farm payroll, c'est le NFP, vendredi 9 janvier à 13h30 GMT, c'est-à-dire une heure de moins que l'heure française. Donc là, effectivement, vous avez un impact majeur sur les marchés. Vous voyez effectivement sur le graphique, donc c'est le graphique euro-dollar sur une minute. Donc à 13h29, le cours était à 1,3735. Et vous voyez que 2 heures plus tard, à 15h30, le cours est passé de 1,3510, ce qui fait quand même 225 pips de variation à la baisse suite à l'annonce du NFP, donc le non-farm payroll, donc les taux d'emploi non agricoles aux États-Unis. L'ISM manufacturier, prochain exemple, le lundi 2 février à 15h GMT, vous voyez la parité donc euro-dollar, où là effectivement à 14h59 le cours était à 1,2780 et c'est passé alors 16h20 aux alentours des 1,2845, ce qui fait quand même 65 pips de variation. Bien sûr c'est un impact, pas forcément aussi important que celui du NFP, mais ça reste quand même une annonce importante à suivre pour les différentes variations. On va prendre un autre exemple sur les minutes du FOMC. Ça, c'était en 2009, le mercredi 28 janvier 2009 à 19h15 GMT. Il y avait effectivement les minutes du FOMC en 2013 aussi, pour ceux qui ont suivi le 17 et 18 décembre 2013, où là, les marchés ont eu beaucoup de fluctuations. Donc là, vous voyez effectivement à 19h15, aux alentours on était à 1,3265. À 19h30, 15 minutes plus tard, on est passé à 1,3110. Donc une variation extrêmement importante aussi lorsque vous avez ce type d'annonce macroéconomique. On va passer également donc au Chicago PMI Index, qui est pour information le dernier jour du mois en cours, donc le 30 janvier 2009 à 14h30 GMT. Vous voyez sur la parité euro-dollar, donc sur le graphique, une minute, à 14h30 le cours était à 1,2895, c'est passé à 15h, donc une demi-heure plus tard, à 1,2850. Certes, ce n'est pas énorme, mais ça peut vous faire prendre un bénéfice de 40 et 45 pips sur une seule annonce macroéconomique. Autre exemple, confiance des consommateurs. Donc un exemple, le mardi 27 janvier 2009 à 15h GMT, où là effectivement vous avez donc à 14h59, toujours sur le graphique euro-dollar sur une minute, où là effectivement vous avez un impact aussi qui peut être assez important, puisqu'on est passé à 14h59 de 1,3215 à 15h10, c'est-à-dire 10 minutes plus tard, à 31,31,20. Donc la confiance des consommateurs, c'est bien sûr à surveiller avec beaucoup de rigueur. Alors là, vous avez un tableau. On ne va pas passer en détail ce tableau, mais vous avez quelques indicateurs macroéconomiques des États-Unis. On a dit tout à l'heure que les institutions financières, donc les gouvernements, les banques centrales ou même certains organismes privés
privée publient régulièrement des rapports ayant parfois des impacts bien sûr importants sur l'évolution des cours des marchés financiers. Alors le plus important, c'est bien sûr les emplois et chômage, production manufacturière, consommation des ménages et enfin bien sûr la croissance économique. Alors vous avez sur le tableau donc à gauche le marché du travail qui regroupe donc le rapport sur l'emploi, donc le non-farm payroll en particulier. Vous avez également donc les enquêtes concernant les salaires. Vous avez aussi les enquêtes portant sur le pourcentage de la population active et le taux de chômage. Et vous avez les demandes d'allocation de chômage. Et à droite, vous avez les différentes fréquences et dates de publication. Donc par exemple, le non-farm payroll, c'est mensuel, c'est tous les premiers vendredis du mois, après la fin du mois concerné. Le non-farm payroll de ce mois-ci, pour ceux qui ont suivi, c'était le vendredi 7 février. Vous avez effectivement à droite l'impact, donc les avantages et pertinence pour les marchés. Donc effectivement, si vous avez 5 étoiles, ça veut dire que l'impact est majeur et c'est à suivre bien sûr pour vous positionner sur les marchés. Donc le marché du travail regroupe donc le rapport de l'emploi, les demandes de l'allocation chômage et surtout le pourcentage de la population active et le taux de chômage. Ensuite, vous avez la croissance, donc qui regroupe le PIB et GDP, qui correspond en quelque sorte à la valeur totale de ce qui a été produit et permet surtout d'estimer la croissance économique du pays. Donc là, effectivement, vous avez aussi un impact de 3 étoiles. Donc on va passer au slide suivant. Nous allons parler donc de la production. La production regroupe l'ISM, donc l'indice manufacturier. Vous avez le Chicago PMI, la production industrielle. Vous avez également les commandes de biens durables, où là, vous avez une fréquence et date de publication mensuelle aussi. Donc pour la première partie, c'est le premier jour ouvrable du mois suivant, donc, et le dernier jour du mois en cours. La pertinence et les avantages, donc bien sûr, vous avez les différentes étoiles. Donc l'ISM, le Chicago PMI, c'est bien sûr à surveiller avec vraiment beaucoup de rigueur, parce que là-dessus, vous allez pouvoir avoir également pas mal d'informations et pas mal de choses assez intéressantes à pouvoir bénéficier sur votre compte. Donc n'hésitez pas bien sûr à surveiller ces annonces qui apparaissent une fois par mois. Donc là-dessus, bien sûr, vous avez les différentes annonces et également les limites de ces annonces macroéconomiques. Vous avez aussi la consommation. Donc la consommation regroupe donc les ventes au détail. Donc les ventes au détail qui mesurent du montant, qui est la mesure du montant en dollars dispensé pour le mois. Vous avez la consommation privée, donc le PCE, la confiance des consommateurs, et ça peut être du Michigan, ou du Conference Board que on va voir au slide suivant. Donc là, vous avez effectivement une fréquence et une publication mensuelle, 15 jours après la fin du mois. L'impact est moins important pour les ventes au détail et la consommation privée, mais la confiance des consommateurs, que ce soit du Michigan ou de la Conference Board juste au-dessus. Alors, je n'ai pas utilisé le crayon. Vous avez ici la Conference Board, ça fait partie également de la consommation. Sachez que c'est également un impact majeur, puisque là, vous avez 4 étoiles. Donc là, bien évidemment, ça peut avoir aussi ça à surveiller de près. Alors, les ventes au détail, on en a parlé. La confiance des consommateurs, c'est une enquête sur le sentiment global des consommateurs, leurs conditions courantes et leurs perspectives. Que ce soit au Michigan ou au Conference Board, c'est exactement le même principe pour tout ce qui concerne la consommation. Maintenant, la construction et immobilier. Construction et immobilier regroupe donc la mise en chantier et permis de construire, et également les ventes de maisons neuves. Là-dessus, c'est une fréquence mensuelle de 2 à 3 semaines après la fin du mois, concernant donc les mises en chantier et permis de construire, et mensuelle 4 à 5 semaines après la fin du mois. Là-dessus, l'impact n'est pas aussi important que les autres marchés, mais vous pouvez prendre quelques points rien qu'à l'annonce économique. Alors, on va passer au slide suivant. Commerce extérieur et balance des paiements. Alors, ça regroupe le solde commercial et la chaînette par les non-résidents. Donc, le solde commercial, c'est l'écart entre les exportations et les importations. Donc, ça c'est généralement par produit
et par pays, en valeur pour les services et en valeur et volume pour les biens. Le solde commercial et l'achat net par les non-résidents, ça mesure les transactions long terme des non-résidents avec les Américains. Alors, les fréquences, c'est mensuel, 6 semaines après la fin du mois. Mensuel, 6 à 7 semaines après la fin du mois. Et vous avez bien sûr les étoiles. Donc, 3 étoiles, oui, c'est un impact, pas forcément de 50 ou 100 points, mais vous pouvez également prendre cette annonce et surveiller et agir sur les marchés. Alors, les prix à la consommation, donc les prix salaires et productivité. Prix à la consommation, c'est extrêmement important, donc à surveiller de très près. Donc, les prix à la consommation, ça mesure des prix pour un panel de biens et services. C'est un indice qui est assez regardé, donc il faut vraiment surveiller de très près. La fréquence de cette information, c'est mensuel, 2 semaines après la fin du mois. Et les prix à la production, c'est également 2 semaines après la fin du mois. Les impacts sont assez importants aussi. 4 étoiles ici, 5 étoiles pour les prix à la consommation. Vous avez également d'autres... Donc on va passer au slide suivant. Vous avez effectivement donc d'autres indicateurs des prix, salaires et productivité, notamment le déflateur de la consommation, donc le PCE déflateur. Vous avez l'indice du coût de l'emploi, vous avez la productivité et coûts salariaux unitaires, et là vous avez effectivement les différentes publications et la fréquence de ces publications. Donc, mensuel 4 à 5 semaines après la fin du mois, trimestriel 4 semaines après la fin du trimestre, et trimestriel 5 à 6 semaines après la fin du trimestre. Alors ces annonces ne sont pas aussi importantes, mais à surveiller aussi de près. Donc là, vous avez 3 étoiles. Les derniers indicateurs, c'est la politique monétaire. Donc la politique monétaire, c'est surtout de surveiller, bien sûr, le FOMC, le livre belge, qui est à surveiller de très près aussi, et minute du FOMC, et bien sûr le rapport de politique monétaire du Congrès. Alors la politique monétaire, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est à peu près le même principe que le non-farm payroll que j'ai abordé au début. Donc c'est à surveiller de près aussi, donc tout ce qui concerne cette politique monétaire. Donc là vous avez effectivement 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Donc là, bien sûr, les publications, alors c'est le mercredi, donc le beige book le mercredi 15 jours avant les réunions du FOMC, qui ont eu lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, 8 fois par an. Le FOMC, donc le mardi ou le mercredi, toutes les 6 semaines. 3 semaines, donc le minute du FOMC, c'est 3 semaines après le FOMC. Et le rapport de politique monétaire du Congrès, c'est semestriel, février et juillet. Alors, les principaux indicateurs maintenant de la zone euro. On va aborder donc il faut savoir que la majeure partie des indicateurs de la zone euro sont en fait des indicateurs allemands. Alors, ça explique un petit peu par le fait que l'Allemagne reste la première puissance économique de la zone euro, hein, avec un PIB qui représente quand même aux alentours de 30%, si mes souvenirs sont bons, du total du PIB de la zone euro. Alors par conséquent, si les indicateurs proposés par ce pays peuvent vraiment être étendus à l'ensemble de cette zone économique. Alors concernant la zone euro, à mes yeux, les statistiques les plus importantes sont l'IFO, ce que j'ai abordé tout à l'heure, l'indice de production industrielle allemande, le ZOO comme on va regarder sur le graphique, et l'IPC. Donc là, vous avez le ZOO qui est par exemple, vous avez le 17 février 2009 à 10h GMT, pas d'influence immédiate sur les cours, mais confirmation de tendance haussière. Alors quand je parle de tendance haussière, c'est à ce niveau-là, sur une minute, où là vous avez effectivement un impact qui passait de 9h59 de 1,2675 à 1,2630 juste après, dans la foulée. Donc vous avez eu une forte chute dans la foulée. Donc une tendance haussière à ce niveau-là et une confirmation de tendance baissière après cette annonce. Donc vous avez l'IPC de la zone euro, donc le 27 février 2009. Là vous avez à 9h59 le cours qui est passé sur l'euro AUD, hein, non pas l'euro USD, c'est l'euro AUD. On est passé de 9h59 à 1,9760 à 1,9830. Alors bien sûr, les marchés ne sont pas aussi volatiles que lorsque vous avez des annonces économiques américaines, mais au moins vous pouvez bien sûr regarder quand même qu'il y a quelques points à prendre lorsque vous avez ce type d'annonce, notamment l'IPC de la zone euro.
Et là, vous avez les différents indicateurs, les principaux indicateurs macroéconomiques de la zone euro, donc les activités production. Donc, on a abordé l'IFO, où là, effectivement, c'est une information majeure qui apparaît de façon mensuelle le dernier mercredi du mois en cours. Vous avez le ZOO qu'on a parlé, donc qui est similaire à l'IFO, qui apparaît de façon mensuelle le 15 du mois courant, et le PMI manufacturier. Alors il y a le PMI manufacturier de la zone euro, et vous avez également les commandes manufacturières allemandes. Alors il n'est pas dans ce slide, vous devez le voir normalement dans le slide voilà, suivant. Il est ici, commande manufacturière allemande, où là effectivement vous avez aussi un impact majeur sur les marchés. Donc on va revenir sur le slide précédent, où là effectivement donc le PMI manufacturier zone euro, pas forcément un impact majeur. Cependant, les commandes manufacturières allemandes, là, c'est un peu plus important. Mensuel, première semaine du deuxième mois suivant. Alors, ne vous inquiétez pas pour ceux pour nos chers clients, bien sûr, bien sûr, notre service pourra vous envoyer ce tableau avec les différentes annonces. Ça pourra vous aider, bien sûr, à vous orienter pour les prises de décision. Donc on va revenir là-dessus, il n'y a aucun souci à ce sujet. Donc on va revenir également sur le marché du travail. Le marché du travail, c'est les variations du nombre de chômeurs et cours de chômage allemand, mensuel fin du mois en cours, impact majeur sur les marchés. L'IPC, donc là vous avez l'IPC, l'indice des prix à la consommation, donc vous avez l'IPC 6, vous avez IPC de la zone euro flash estimate, donc là bien sûr c'est aussi important. Fréquence mensuelle, dernière semaine du mois en cours, dernier jour du mois en cours. Je pense qu'avec toutes ces annonces, vous pouvez faire pas mal de choses. Si vous vraiment vous diversifiez votre portefeuille, vous travaillez sur différents actifs, cela vous permettra bien sûr de bien diversifier et d'avoir des résultats assez satisfaisants dans votre compte de trading. Vous avez donc au niveau des indices des prix à la consommation, l'IPC de la zone euro définitif, l'IPC France et l'IPC Italie. Alors ça c'est moins important, fréquence qui est de 2 semaines après la fin du mois ou le 13 du mois suivant. Et le dernier indicateur, je dirais, c'est la politique monétaire. Bien sûr, ça aussi, c'est extrêmement important. Tout ce qui concerne la politique monétaire, c'est bien sûr à surveiller avec beaucoup de précautions. La BCE, le conseil de la BCE et conférence de presse. Alors, généralement, pour information, donc la fréquence, c'est bien sûr mensuel, c'est le premier jeudi du mois, c'est juste avant le NFP, le non-farm payroll. L'impact, comme vous le voyez ici, c'est 5 étoiles. C'est exactement le même principe que le non-farm payroll. Il faut surveiller ça, c'est M. Draghi, donc Mario Draghi qui fait sa conférence de presse, suivi bien sûr des taux directeurs, où là bien sûr il y a un impact majeur sur les marchés. Alors, les principaux indicateurs du Royaume-Uni, parmi les principaux indicateurs du Royaume-Uni, on compte le PIB, l'indice PMI, le CPI, l'OPDM et le rapport de la BOE sur l'inflation. On va regarder également les différents graphiques. On va passer en revue rapidement les différents impacts sur les graphiques lorsque vous avez une annonce économique, notamment le PIB trimestriel. Un exemple, le 25 février 2009 à 9h30 heure GMT. 9h30, on est passé de 1.4585 à 10h à 1.4490. Donc un impact plutôt négatif concernant la livre 5 puisque c'est une annonce qui est sortie à 9h30 heure GMT. L'indice des prix à la consommation, mensuel, milieu du mois, 17 février 2009 à 9h30 GMT. On est passé, comme vous voyez sur le graphique, une minute sur la livre sterling GBP USD, on est passé de 1,4140 à 1,4225. Ce qui n'est pas négligeable en l'espace de 2 minutes, puisqu'on est passé de 9h30 à 9h32. Il y a eu près de 85 pips, donc 85 points en l'espace de 2 minutes. Et là, vous avez effectivement, donc, comme les tableaux précédents, les différents indicateurs, que ce soit la croissance, ça peut être la production, construction et services, le marché du travail, la politique monétaire. On va regarder rapidement ce tableau que je vous enverrai, enfin, votre analyste financier vous enverra par la suite. Vous avez effectivement donc le PIB, bien sûr, la croissance, c'est assez important aussi à surveiller, donc la croissance, le PIB. Concernant la production, construction et services, vous avez le PMI manufacturier, PMI construction et PMI service. Impact mineur, donc pas forcément important. Sur le marché du travail, vous avez l'enquête sur le marché de l'emploi.
assez faible en termes d'impact. Vous avez les prix, donc l'indice des prix à la consommation. Là, c'est assez important, donc à surveiller de près, c'est mensuel au milieu du mois. Donc sur les prix, vous avez effectivement le CPI, le RPI et le RPIX, qui est l'identique au RPI, et l'immobilier, où là effectivement, vous n'avez pas forcément un impact majeur sur les marchés concernant la livre sterling. Et enfin, la politique monétaire, comme la BCE, comme la Banque Centrale Européenne ou comme la Réserve Fédérale Américaine, c'est aussi important. Lorsque on parle de politique monétaire, il faut s'arrêter et regarder un petit peu ce qui va se passer, puisque la minute du BOE, par exemple, ça montre l'analyse de la conjoncture faite par le MPC et les décisions en termes de la politique monétaire qui en découlent. Là, vous avez effectivement 5 étoiles lors de l'annonce, donc c'est mensuel, deuxième moitié du mois. Le rapport d'inflation de la BOE, trimestriel, là aussi c'est assez important. Donc on va passer dernièrement aux principaux indicateurs du Japon. Parmi les indicateurs du Japon, on compte le PIB, l'indice Tankan, qui est la banque du Japon en quelque sorte, l'IPC national, l'IPC de Tokyo, ainsi que les publications de la BOJ. Donc ça c'est les derniers indicateurs du Japon. Donc là vous avez effectivement l'IPC mensuel 27 février 2009, donc on est passé à 23h29. Alors il faut savoir que le yen, bien sûr, nous travaillons surtout la nuit, où là effectivement il y a pas mal de choses à faire dans la nuit. De 23h29 à minuit, on est passé de 98,35 à 97,85, ce qui n'est pas négligeable puisque ça fait à peu près 50 points de variation en l'espace d'une petite demi-heure. Et là, vous avez le tableau, même chose, vous avez bien sûr la croissance, le PIB, donc 4 étoiles, information importante à surveiller, trimestriel, premier mois avant la fin du trimestre. Donc là, vous avez effectivement le PIB, l'enquête Tankan qui est la Banque du Japon. Donc ça, c'est assez important aussi, c'est à surveiller puisque vous avez toujours 4 étoiles, trimestriel premier jour suivant la fin du trimestre. Vous avez aussi les prix, donc l'IPC national et l'IPC de Tokyo. Où là, effectivement, c'est à peu près, c'est les différents indices des prix à la consommation. Où là, c'est assez important, si vous regardez en 2006, là, vous avez effectivement, vous pouvez surveiller les impacts sur les marchés à ce niveau-là. Et bien sûr, la politique monétaire, comme nos précédentes banques centrales, vous avez effectivement 5 étoiles pour les publications de la BOJ, publication du taux d'intérêt, minute de la BOJ, qui apparaît de façon mensuelle et bimensuelle en avril et en octobre. C'est un mois après la publication des taux d'intérêt. Voilà, grosso modo, voilà l'idée un petit peu de cette formation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théorie, beaucoup de littéral, un petit peu par rapport à ce qui a été fait précédemment en termes de formation. Mais je vous recommande fortement de vous fier à ces indicateurs parce que ces indicateurs peuvent vous permettre de mieux vous positionner. Toujours coupler deux écoles, analyse fondamentale, analyse et technique avant prise de décision. Vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez bien sûr surtout pas bien sûr à poser des questions si vous en avez. Voilà, d'ailleurs, je vais vous laisser poser des questions. Je vous inviterai bien sûr à prendre contact également avec vos différents analystes respectifs pour l'envoi bien sûr de ces tableaux, de ces annonces, et bien sûr de vous permettre au mieux de vous positionner dans votre plan d'action. Alors, je vais passer aux questions. Alors, oui, effectivement, j'ai parlé d'un site à fréquenter. Vous parlez d'un site à fréquenter, qu'en est-il? Alors, monsieur Vincent, je vais vous donner en réalité, c'est un site qui est en anglais, que je trouve qui est assez réactif par rapport aux annonces qui vont apparaître. Je vais essayer de partager mon écran en parallèle pour essayer de vous montrer ce lien. Je vais partager mon écran, c'est forexfactory.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, forexfactory.com peut vous permettre d'avoir des annonces de façon plus réactive que les autres sites. C'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'il est en anglais. Donc à ce sujet, bien sûr, je vous invite à prendre contact avec vos analystes pour vous expliquer. Alors j'ai du mal à partager mon écran, sinon je vais vous envoyer le lien directement
sur le chat. Comme ça, cela vous permettra. Ah, voilà, peut-être que j'ai réussi. Super, ben voilà, parfait. Parfait. Là, vous avez effectivement forexfactory.com. Vous avez la possibilité donc de surveiller le calendrier économique. Je vous invite fortement d'aller sur ce site. Bon, la réactivité est là. En termes d'annonce, vous avez effectivement, alors vous pouvez bien sûr changer, alors faites attention à l'unité de temps qui est au temps qui est indiqué, donc est-ce que c'est l'heure GMT ou pas. Vous avez l'annonce, donc le temps à laquelle va paraître l'information. Vous avez la devise qui est concernée, donc la colonne currency. Et bien sûr, vous avez les différents impacts. Alors, à la différence de ce que nous avons présenté, là c'est en rouge. Ce qui est en rouge, généralement, c'est important, c'est à surveiller de près. Mais là, bien sûr, vous pouvez vous positionner grâce à ces annonces. Forexfactory.com. Sinon, vous allez sur Google et vous avez effectivement la possibilité de rechercher. Vous mettez calendrier économique et ça peut vous mener dans différents sites de calendrier économique. Alors une autre question, est-ce qu'investing.com est un bon site? Oui, 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 absolument. Vous avez la possibilité également d'aller sur ce site, donc investing.com, donc, qui est anciennement Forex Pro, il me semble. Là-dessus, vous avez la possibilité également de consulter le calendrier économique qui est présenté sous forme de taureau, il me semble. Là aussi, si vous avez plus de taureaux, bah forcément, ça aura un impact également majeur sur les marchés.